Pour cette session de l'après-midi, la première conférence sera présentée par Yann Trollès, qui est maître de conférence à Rennes. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de son parcours. Yann a obtenu sa thèse à Strasbourg en 2010 en travaillant avec Jean-Pierre Sauvage et Jean-Paul Collin sur le développement de multirotaxane. Il a ensuite effectué un postdoc à l'ETH de Zurich dans le groupe de François Diedrich, où il a travaillé sur la conception de systèmes acétyléniques et aléniques. Il a été recruté à l'École nationale supérieure de chimie à Rennes en tant que maître de conférence en 2011. Il y est depuis. Et aujourd'hui, il va nous parler des cyanopolyines. Je vais lui laisser la parole. Et du coup, j'espère que d'un point de vue technique, tout se passera bien. On n'a pas pu me mettre animateur de la session. Donc, merci à tous les auditeurs de couper leur micro parce que je n'ai pas la main pour le faire comme pouvait le faire Sophie. Voilà. Ben, écoutez, en avant pour cette session de l'après-midi. Je te laisse la parole, Yann. Merci Audrey pour la présentation. J'espère que tout le monde m'entend bien. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Donc du coup, je vais vous parler de cyanopolyines. Alors, il y aura sans doute des choses qui vont faire écho à ce qu'on a entendu ce matin. Bon, c'est pas forcément très grave, mais l'important, c'est de vous présenter notre philosophie au laboratoire. Donc, l'exobiologie, c'est l'étude des origines de la vie sur Terre ou bien ailleurs. Et à mon sens, il y a 3 niveaux d'études finalement. On peut se poser la question de savoir comment sont apparues les briques de la vie sur Terre. Donc, quand je parle de briques de la vie, je pense aux acides aminés, aux nucléobases, etc., au sucre. Le deuxième point, c'est comment ces briques se sont assemblées entre elles pour pouvoir former des systèmes plus complexes, comme des protéines, de l'ADN. Et le troisième point, ce sont comment en fait, ces systèmes complexes ont pu eux-mêmes s'assembler pour former des systèmes encore plus complexes, à savoir des organismes vivants. Alors finalement, si on regarde un peu les 3 points, le premier, c'est le point de vue du chimiste. Le deuxième, c'est le point de vue du biochimiste. Et le troisième, c'est le point de vue du biologiste. Donc moi, je suis chimiste, donc je vais vous parler plutôt du premier point, qui est de savoir comment les briques de la vie ont pu arriver sur Terre, ont pu apparaître sur Terre. Donc la première expérience, finalement, on en a un peu discuté ce matin, qui a un peu lancé ce questionnement, c'est l'expérience de Miller, qui en 1953 s'est dit qu'il allait mélanger des molécules très simples, comme de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, du dihydrogène. Et ce mélange, il a été soumis à des charges électriques qui étaient censées simuler de l'orage, sachant que le mélange de composés était censé simuler l'atmosphère primitive. Alors, si on fait ça, effectivement, on voit qu'il se forment des choses intéressantes, même très intéressantes, comme des acides aminés, dont la glycine que j'ai représentée ici, puis d'autres composés organiques extrêmement pertinents vis-à-vis de l'émergence de la vie. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire, bon, ça y est, c'est bon, cette question est résolue. Néanmoins, cette expérience, finalement, elle a été contestée par, on va dire, la composition du mélange de gaz qui a été utilisé. On pense aujourd'hui qu'il y avait probablement trop de méthane qui a été utilisé, il n'y a pas de CO2 utilisé. Donc finalement, la véritable pertinence exobiologique de cette expérience a été pas mal remise en cause. Je ne remets pas en cause la pertinence scientifique d'un point de vue fondamental, de montrer que finalement, à partir de composés extrêmement simples, on peut obtenir des briques de la vie, mais néanmoins, d'un point de vue purement exobiologique, c'était peut-être pas finalement si pertinent que ça. Alors, pour adopter un point de vue un peu différent, finalement, on peut regarder un peu l'histoire de la Terre. Alors, si on regarde l'âge de la Terre, donc à 4,5, 4,6 milliards d'années, les plus anciennes traces de vie, il n'y a pas un consensus très très clair là-dessus, mais on pense qu'elles ça se situe entre 3,3 et 3,8 milliards d'années. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que un peu à l'échelle géologique, un peu avant l'apparition de la vie sur Terre, il y a eu ce qu'on appelle un grand bombardement météoritique il y a environ 4 milliards d'années. Alors, ce grand bombardement météoritique, on en a déjà parlé tout à l'heure avec Caroline, finalement, ça a donné lieu à une théorie, cette idée qu'il puisse y avoir beaucoup de météorites qui tombent, c'est que finalement, la vie s'est peut-être formée ailleurs, a été apportée sur Terre sous la forme de bactéries par l'intermédiaire de météorites. C'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie.
mais c'est une théorie qui est somme toute assez peu crédible, enfin en tout cas elle est jugée peu crédible par la communauté scientifique, parce que finalement on imagine mal que des bactéries aient pu survivre à ce voyage au sein ou sur les météorites et qu'elles aient pu être apportées sur la Terre, entre guillemets, intactes, puis se développer ensuite sur Terre. Donc ça, c'était la théorie de la panspermie originale. Et finalement, il y a une version moléculaire qui s'est développée à partir de ça, qui est, à mon avis, beaucoup plus pertinente, où cette fois-ci, on pense que les météorites n'ont pas apporté des bactéries, mais plutôt les molécules nécessaires à l'apparition de la vie, c'est-à-dire les briques, les aminoacides, les sucres, les bases azotées, ou bien éventuellement tous les précurseurs de ces composés-là. Alors, finalement, quel crédit on peut apporter à cette théorie de la panspermie? En fait, il faut regarder à nouveau l'histoire, mais beaucoup plus récente cette fois-ci. En 1969, il y a une météorite qui tombe près du village de Murchison en Australie, qui a été ramassée et analysée immédiatement, en évitant évidemment de la contaminer par des molécules d'origine biologique de la Terre. Et on y a retrouvé dans cette météorite un certain nombre de molécules carbonées. Parmi celles-ci, on a trouvé des dizaines d'aminoacides, dont certains sont des acides aminés biologiques. Et on trouve également des bases azotées. Donc finalement, cette météorite s'est trouvée très riche en molécules carbonées et qui plus est pertinente vis-à-vis des origines de la vie, enfin en tout cas à première vue. Et donc, à l'époque, c'était la première fois qu'on montrait que des molécules organiques qui sont constituantes des organismes vivants pouvaient être formées ailleurs que sur Terre, on va dire dans l'espace au sens large du terme, et être apportées sur Terre par l'intermédiaire des météorites. Ça a été, à mon avis, un tournant dans la conception de l'origine de la vie et aussi un fort soutien à la théorie de la panspermie sous sa forme moderne, sous sa forme moléculaire. Et du coup, ça a incité la communauté scientifique à rechercher et à comprendre l'existence de ces molécules organiques ailleurs que sur Terre. Alors, si on regarde un petit peu ailleurs que sur Terre, et plus précisément au niveau du milieu interstellaire, et bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, on peut trouver des molécules dans le milieu interstellaire. Il n'y a pas que du vide intersidéral, il y a aussi des endroits où la matière est un tout petit peu plus dense qu'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des nuages moléculaires. C'est aussi là que vont se former les étoiles et les systèmes stellaires de manière générale. Et à ce jour, on en a trouvé plus de 280. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des molécules inorganiques assez simples, comme l'ammoniac, l'eau, le monoxyde de carbone, et j'en passe, bien sûr du dihydrogène, mais aussi des molécules organiques relativement courantes qu'on peut trouver sur nos paillasses, comme le formaldéhyde, le méthanol, l'acide formique, mais des choses aussi plus exotiques, comme des radicaux ou des ions, c'est-à-dire des cations ou des anions. On trouve les deux. Et puis, on trouve aussi des molécules que je vais appeler complexes. Alors, on peut citer parmi ces molécules complexes, par exemple, le C60 ou le C70. Et puis aussi, ce dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui, ce qu'on appelle les cyanopolyines et les méthylcyanopolyines. Donc, je vais faire un petit focus là-dessus pendant les prochaines minutes. Donc, finalement, les cyanopolyines, c'est une famille de molécules où on retrouve des triples liaisons conjuguées les unes aux autres et qui se terminent d'un côté par un groupement nitrile et puis de l'autre par un hydrogène. À ce jour, il y en a 5 qui ont été détectés dans le milieu interstellaire, donc de HC3N à HC11N. Et puis, on peut citer aussi la deuxième famille, qui est la famille analogue, qui est la famille des méthylcyanopolyines, où là, cette fois-ci, on prend la même famille, mais on remplace l'hydrogène par un méthyle d'un côté. Et là, par contre, il n'y en a que, entre guillemets, 3 d'entre eux qui ont été détectés dans le milieu interstellaire, le troisième ayant été détecté très récemment. Alors, si on regarde un petit peu la première molécule de cette famille de cyanopolyines, elle s'appelle le cyanoacétylène. Et alors, le cyanoacétylène, c'est souvent considéré comme une molécule prébiotique, considérant le contexte, comme l'a expliqué Grégoire tout à l'heure. Et en fait, c'est une molécule qui, à la base, a été synthétisée il y a de nombreuses années, en 1910, par deux Français, Moureux et Boncran, qui n'avaient pas grand-chose à faire
caractère prébiotique de cette molécule-là. Vous partez de cet ester-là, vous y ajoutez de l'ammoniac, vous transformez donc l'ester en amide, et l'amide, ensuite, vous le déshydratez à l'aide de P410 afin de former le nitrile correspondant. Cette molécule, elle a été détectée dans le milieu interstellaire, je l'ai déjà dit, en 1971, mais également dans diverses régions de l'espace. Il est même assez étonnant de voir à quel point cette molécule, on la retrouve souvent, donc pas seulement dans le milieu interstellaire, genre dans les nuages moléculaires, mais aussi dans la queue des comètes, et de manière assez abondante sur Titan, qui est un satellite de Saturne dont on a déjà parlé tout à l'heure. J'y reviendrai à nouveau aussi sur cette histoire de Titan. Et alors, pourquoi on pense que le cyanoacétylène est prébiotique? Tout simplement parce qu'en 1966, il y a des chercheurs qui ont montré qu'en présence de finalement composés assez simples qu'on peut très bien imaginer être présents sur la Terre primitive, l'eau, l'ammoniac, l'acide cyanhydrique, celui-ci peut se transformer en deux acides aminés biologiques qui s'appellent l'asparagine et l'acide aspartique. Dans cette même publication, ils ont montré que le cyanoacétylène, si on changeait les conditions et qu'on prenait le KNCO, le cyanate de potassium, et de l'eau, on pouvait le transformer en cytosine, laquelle peut elle-même s'hydrolyser en uracile. Donc, ce sont des bases azotées qui sont constituants de l'ADN et ou de l'ARN. Donc ça, c'est dans la même publication et c'est extrêmement intéressant. Et si on regarde, alors ça datait de 1966, ce que je vous ai montré, mais de manière un peu plus moderne, je dirais, il y a le groupe de John Sutherland, dont on a aussi parlé ce matin, dont Laurent a parlé ce matin, qui utilise assez régulièrement finalement ce composé-là pour expliquer la formation des nucléotides. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été présenté ce matin. Donc à partir du cyanamide, vous réalisez avec le glycolaldéhyde, glycéraldéhyde, des cyclisations qui, à un moment donné, vont mettre en jeu du cyanoacétylène afin de former, in fine, le nucléotide voulu. Donc ça, et puis c'est quelque chose que vous retrouvez, l'utilisation du cyanoacétylène, de manière assez régulière dans les publications contemporaines. Et on a vraiment l'impression que c'est un composé clé, finalement, pour la chimie prébiotique. Alors, c'est un composé qui a été abondamment étudié, au même titre que son équivalent méthylé. Donc finalement, nous, on s'intéresse plutôt aux autres membres de cette famille-là, et je vais plus particulièrement parler aujourd'hui de cyanobutadiene, donc celui-ci, et le méthylcyanobutadiene, celui-là. Alors le cyanobutadiene, il a été détecté dans le milieu interstellaire dans les années 70. On pense, d'après certains modèles, qu'il est présent sur Titan, sur le satellite de Saturne. Et donc l'idée, pour confirmer cette hypothèse-là, il y avait une nécessité de le synthétiser de manière pure et de le caractériser par infrarouge, qui nous aurait permis non seulement de l'identifier, mais éventuellement aussi de le quantifier si tant est qu'il soit présent sur Titan. Alors, dans quel cadre ça a été fait? Dans le cadre de la mission Cassini-Huygens, qui s'est déroulée entre 2005 et 2017. Donc, je vais faire un petit rappel là-dessus. La mission Cassini-Huygens a été constituée d'un orbiteur qu'on appelle Cassini, qui tournait autour de Saturne et qui passait de temps en temps autour de Titan et qui prenait des clichés de Titan. Et Huygens, c'était un atterrisseur qui arrivait au début de l'année 2005 sur Titan, qui s'est véritablement posé sur Titan et qui a pris des photos, des vraies photos de la surface de Titan. Donc jusqu'alors, on n'avait jamais vu la surface de Titan. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, j'adore ces photos-là, c'est ici, là, ce sont vraiment des photos qui ont été prises par Huygens pendant son atterrissage, pendant sa chute, entre guillemets, dans l'atmosphère de Titan. Et ce qu'on peut voir ici, ce sont finalement des collines. On croit reconnaître un lac. Et là, c'est d'un peu plus haut, on retrouve le lac ici, avec ce qu'on pourrait imaginer comme étant des rivières, un delta de la rivière. Et ça, c'est au niveau du sol de Titan. Alors, bien sûr, ce n'est pas de l'eau liquide qu'il y a sur Titan, puisqu'il fait beaucoup trop froid, il fait quasiment moins 200 degrés. Donc, il n'y a absolument aucune chance pour que l'eau soit liquide, d'autant plus que l'atmosphère y est
proche de celle de la Terre en termes de pression, c'est à peu près une fois et demie celle de la Terre. En fait, ce sont des lacs de méthane et d'éthane qui sont présents sur Titan. Donc, on supposait leur existence avant cette mission-là, mais on n'avait jamais pu le prouver. Et ça a été véritablement prouvé par les photos de Huygens pendant sa chute. Et ça a été ensuite confirmé par Cassini ensuite, qui a pu effectivement observer des lacs comme on peut le voir ici sur cette photo. Donc c'est un objet d'étude absolument passionnant pour les gens qui s'intéressent à l'exobiologie et puis à la matière organique en dehors de la Terre. Et donc pour revenir à mon histoire de cyanobutadiene, à l'époque, ça n'avait jamais été synthétisé, donc du coup ça avait une réactivité et une stabilité totalement inconnues. Donc, d'où la nécessité de synthétiser pour l'étude. Alors, pour attaquer cette problématique de la synthèse du cyanobutadiene, eh bien, on s'est inspiré de ce qu'on pouvait trouver dans la littérature. On a trouvé une méthode développée par Paul Knoschel qui montrait qu'à partir d'un zinc, on pouvait y mettre un composé, un nitrile, à l'aide de cyanure de tosyle. Et donc, du coup, on s'est un peu inspiré de ça pour pouvoir, dans un premier temps, former non pas un zinc, je pourrais expliquer pourquoi, mais un composé stanylé. Et ensuite, on l'a fait réagir avec du cyanure de tosyle. Et ça nous a permis d'installer le groupement nitrile et d'obtenir pour la première fois le cyanobutadiene, sous forme pure, bien évidemment. Alors, le rendement, je vous l'accorde, il est vraiment pas terrible, il n'est même pas bon du tout, 15%. Il n'est même pas facile à reproduire. Ça nous a permis néanmoins d'avoir quelques dizaines de milligrammes et c'était la première fois qu'on était capable de synthétiser ce composé pur. Il a été caractérisé de manière non ambiguë par RMN, par spectromasse. Et alors, comme on l'avait un peu anticipé à la base, c'est un composé qui est très instable, c'est-à-dire que c'est un composé qui va se décomposer à partir de moins 40 degrés Celsius. Alors, peut-être, on m'a déjà posé la question, on m'a dit que ce n'est pas très logique qu'ici on fasse la réaction à température ambiante et même qu'on chauffe jusqu'à 100 degrés pour obtenir un composé qui est instable à moins 40 degrés. Alors, je vous explique en une minute comment on procède pour pouvoir finalement s'affranchir de cet écueil-là. On utilise une technique qui est la technique de la ligne de vide, où on réalise la réaction à ce niveau-là. On met un piège avec des robinets ici, on fait la réaction sous vide, et donc du coup, à partir du moment où on a sélectionné la bonne température, on va pouvoir finalement distiller le produit au fur et à mesure qu'il est formé dans ce ballon-là. On le met je crois que c'est à moins 80 degrés qu'on va le piéger sous vide. Donc c'est un vide de pompe à palette, à peu près 10 puissance moins 1 millibar. Et puis après, une fois qu'on l'a piégé, bien sûr, pour le caractériser, ce n'est pas évident non plus, parce qu'il ne faut absolument pas qu'il remonte à température ambiante. Donc on peut éventuellement le revaporiser, ce qu'on appelle un doigt froid, dans lequel on aura mis de l'azote liquide. Donc, ça va venir se condenser ici à partir du moment où on enlève le piège, on enlève le divoire qui permet de maintenir le piège à moins 80. Donc, la température va s'élever et comme on est sous vide, ça va venir se vaporiser ici. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir y mettre le solvant de terré et une fois que c'est terminé, on coupe le vide, on remet tout ça sous azote, forcément une atmosphère inerte a priori parce que c'est un composé qui est sensible, et puis on va refroidir à l'azote liquide le tube RMN, on va enlever l'azote liquide ici, et donc du coup on aura un mélange, notre solution de solvant de terré plus le composé d'intérêt qui va venir tomber ici dans le tube RMN et on va pouvoir ensuite le caractériser par RMN de cette manière-là. Alors ensuite, on a réalisé le spectre infrarouge en collaboration avec des gens de Créteil qui s'appellent Yves Bénilan et François Rollin. Et donc voilà le spectre infrarouge du composé pur qu'on a pu obtenir. On a pu caractériser les liaisons, par exemple CH et les liaisons CN. Alors malheureusement, Titan n'a pas encore été détecté, le cyanobutadiene n'a pas encore été détecté sur Titan. Mais si un jour il est détecté, ce spectre pourra permettre a priori de quantifier ce composé sur ce satellite. Donc, affaire à suivre.
Alors, on s'est intéressé aussi à la réactivité de ce composé-là avec différents nucléophiles. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend des nucléophiles azotés ou soufrés, on a dans tous les cas ce qu'on appelle des additions 1,6, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une addition du nucléophile en bout de chaîne, ici, et du coup, on va obtenir un mélange d'isomères E et Z. Alors, si on fait la comparaison avec son homologue qui n'a qu'une seule triple liaison, le cyanoacétylène, on peut effectivement montrer que c'est un peu la même chose, entre guillemets, au sens où l'ammoniac va s'additionner en bout de chaîne au niveau du cyanoacétylène, ce qu'on appelle une addition 1,4, qui ensuite, une fois qu'on aura formé cet intermédiaire, va permettre d'aboutir à l'asparagine et à l'acide aspartique dont j'ai parlé précédemment. Et alors, la question qu'on pouvait se poser aussi, c'était comment le cyanobutadiene a pu être formé dans le milieu interstellaire. Et alors, dans l'espace, finalement, on est dans un vide poussé, avec des températures très basses, mais des radiations UV assez intenses. Et donc, l'idée, c'était que peut-être qu'à partir de composés simples, on pouvait former des radicaux, lesquels peuvent survivre assez longtemps pour pouvoir réagir et ensuite donner le composé qu'on recherche. Donc ça, c'est ce qu'on a étudié. Donc, on a pris des mélanges binaires de composés acétyléniques simples et on les a irradiés en phase gazeuse avec des rayonnements UV. Donc, voilà ce qu'on a fait. Et donc, les composés qu'on a utilisés, c'est le cyanoacétylène, l'acétylène, le dicyanoacétylène et le butadiene, qui sont tous des composés qui sont présents dans le milieu interstellaire ou supposés être présents. Donc, le cyanoacétylène, l'acétylène et le butadiene ont été détectés. Le dicyanoacétylène n'a pas été détecté à cause d'un biais analytique dont je pourrais vous parler après, mais ce n'est pas forcément le but. Mais on pense que ce composé-là est présent. Alors, deux longueurs d'onde ont été utilisées, 185 et 254 nanomètres. On n'a pas utilisé les mêmes longueurs d'onde que ce dont a parlé Grégoire ce matin. Lui, il utilisait de la limane alpha, c'est-à-dire 121 nanomètres. Nous, on a préféré utiliser un rayonnement UV un peu moins agressif pour essayer de comprendre comment ça pouvait être formé, de manière à ne pas complètement détruire la molécule et d'avoir trop de réactions parasites. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus sélectif. Et si on prend le dicyanoacétylène et l'acétylène, que ce soit à 185 ou à 254 nanomètres, on forme effectivement le cyanobutadiene. Alors attention, quand je dis on forme, c'est parmi d'autres composés, on forme le cyanobutadiene. Ce n'est pas quelque chose qui est une synthèse propre qui nous permettrait d'obtenir le cyanobutadiene de manière contrôlée. On en forme, on l'a identifié sans ambiguïté, mais par contre, ça ne peut pas servir de synthèse à proprement parler. Alors, on peut prendre aussi le dicyanoacétylène et le butadiene, même chose, on obtient le cyanobutadiene. Alors, quel est le mécanisme supposé? Nous, on pense qu'en fait, sous irradiation, le dicyanoacétylène va donner deux radicaux, le radical C3N, point, et le radical CN, point. Et donc, si on fait réagir le radical C3N par une réaction d'addition et élimination de radical, on peut obtenir le cyanobutadiene. Tandis que si on met en jeu le butadiene, cette fois-ci, il faut mettre en jeu le radical CN point. Et donc, du coup, par une réaction d'addition puis élimination, on va former le cyanobutadiene. Si on fait la même chose avec le cyanoacétylène et l'acétylène, cette fois-ci, ça marche encore, on trouve le cyanobutadiene, mais uniquement à 185 nanomètres. Ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Par contre, si on prend le cyanoacétylène et le butadiene, là, ça ne marche plus. On n'a pas détecté de cyanobutadiene, mais on a peut-être détecté l'équivalent avec 3 triples liaisons. Malheureusement, il faudrait déjà le synthétiser. Ce n'est pas une mince affaire, on s'y attelle depuis un certain temps déjà, mais ce n'est vraiment pas une molécule qui est facile à synthétiser. Donc,
on ne peut pas le dire avec certitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas détecté la présence du cyanobutadiene dans cette manipulation-là. Comment on explique tout ça? En fait, si on se place à 185 nanomètres, il a été déjà démontré avant nous qu'on allait initier une rupture homolytique de la liaison CH pour former le radical H' et le radical C3N, et non pas, on ne va pas couper l'autre liaison simple ici. Et il faut se trouver en dessous de 240 nanomètres si on veut initier la rupture homolytique de cette liaison-là. Et donc, du coup, si on prend le radical C3N et qu'on le fait réagir avec l'acétylène, on l'a dit tout à l'heure, on obtient bien le cyanobutadiene. En revanche, en théorie, si on fait la même chose avec le butadiene, on doit obtenir l'équivalent avec 3 triples liaisons et non plus 2. Et donc, c'est comme ça qu'on explique finalement les résultats qu'on a observés. Alors ensuite, on s'est intéressé au méthylcyanobutadiene qui a été détecté dans le milieu interstellaire en 2006. Son homologue avec une triple liaison était bien connu à cette époque-là, mais pas du tout finalement le méthylcyanobutadiene, d'où l'idée de l'étudier à ce moment-là aussi. Il y avait pourtant une première synthèse qui avait été proposée par le groupe de Croteau, donc le prix Nobel 96, il me semble, qui avait utilisé des composés assez toxiques pour l'obtenir, donc ce composé stanylé, du CLCN et de la LCL3. Alors, il faut savoir que le CLCN, le chlorure de cyanogène, c'est un gaz de combat extrêmement efficace qui a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, qui avait la fâcheuse tendance de passer à travers les masques à gaz. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une autre voie de synthèse plutôt que d'essayer d'utiliser ce composé qui ne nous donnait pas très, très envie. Et donc, du coup, on a utilisé une approche similaire à celle de Moureux et Bongrand, au sens où, dans un premier temps, en 2 étapes, en passant par le pentadiene, on forme l'ester avec 2 triples liaisons et un méthyle ici, lequel est ensuite transformé en amide à l'aide d'ammoniac, et l'amide est lui-même déshydraté à l'aide de P410 pour former le méthylcyanobutadiene. Alors, c'était très bien, la dernière étape était bien meilleure que celle qu'avait obtenue Croteau, donc on était assez contents. Par contre, la première étape, qui est la préparation du pentadiene, est un peu compliquée, surtout au sens où, une fois qu'on a ajouté NaNH2, on obtient une espèce de pâte qui empêche le barreau aimanté de vraiment bien tourner, homogénéiser, ce que je ne peux même plus appeler comme une solution, mais c'est plutôt une espèce de bouillie. Et dès qu'on rajoute de l'iodométhane, on a une réaction extrêmement exothermique qui, de temps en temps, une fois ou deux, a fini au plafond. Et donc, du coup, on s'était dit que ce n'était peut-être pas la meilleure voie non plus si on voulait préserver la sécurité au laboratoire. Donc, on a développé une autre voie de synthèse. Donc là, je vais passer rapidement. Elle consiste à utiliser un réarrangement qui n'est pas très, très connu en synthèse organique, qui est le réarrangement de Fritsch-Gutenberg-Bitschel à partir de ce composé gemme d'hydromovinyle et de butyl-lithium. Une fois qu'on a réalisé ce réarrangement qui nous permet d'avoir 2 triples liaisons, en l'occurrence ici, conjuguées les unes aux autres, on va la faire réagir avec ce composé-là qui va nous permettre d'installer la fonction ester. Et ensuite, l'histoire est la même, ammoniac, puis déshydratation, afin d'obtenir le méthylcyanobutadiene. Ça nous permet d'éviter la synthèse du pentadiene. Et le rendement global reste à peu près le même. On obtient 18% au lieu de 20%, mais surtout, on a des conditions de sécurité qui sont bien meilleures que la synthèse précédente. Alors, cette fois-ci, si on regarde la réactivité de ce composé-là, on s'aperçoit que l'histoire est un peu différente de celle qui a été dite avec le cyanobutadiene. Cette fois-ci, quand on rajoute un nucléophile, on a un mélange d'addition 1,4 et d'addition 1,6. Alors, si on prend la diméthylamine, on va obtenir plus d'addition 1,6 dans le THF que d'addition 1,4, mais la sélectivité est inversée dans le méthanol. On obtient plus d'addition 1,4 que d'addition 1,6, et on observe le même type de tendance avec la morpholine. Ce qui est assez curieux, ce n'était pas forcément attendu. On ne l'explique pas très, très bien. On a des hypothèses, mais c'est pas forcément, on n'est pas trop sûr de
pourquoi finalement on a cette espèce d'inversion de sélectivité. En tout cas, on a un mélange d'addition 1,6 et 1,4, donc les nucléophiles n'attaquent pas le même carbone en fonction finalement du solvant qui est utilisé. Par contre, on obtient toujours l'alcène E et jamais l'alcène Z, qui est aussi une différence majeure finalement avec le cyanobutadiene. Et on a obtenu, pour certains de ces adduits-là, on a obtenu des structures RX qui nous permettent d'être sûrs de ce qu'on raconte et pas, il n'y ait pas une confusion, qu'il n'y ait pas une confusion d'analyse. Voilà. Alors, si on fait un petit comparatif finalement du cyanobutadiene et du méthylcyanobutadiene, sont deux composés qui sont finalement assez proches d'un point de vue structurel, mais qui sont différents en termes de réactivité, puisqu'on n'a pas du tout le même type d'addition. Il y en a un qui se décompose à moins 40 degrés. Là, je vous ai montré ce qu'on obtenait à la fin, une fois qu'on réchauffait le piège. Là, on voit que ça noircit. Là, c'est un petit peu plus rose. Tandis qu'il y en a un qui arrive à fondre à 92 degrés sans se décomposer. Mais c'est ce qui est assez inattendu. On a même obtenu une structure aux rayons X du composé méthylé. Et finalement, une toute petite différence structurale induit une grande différence de stabilité et de réactivité. Alors, on a réalisé les mêmes expériences d'un point de vue photochimique pour essayer de comprendre comment le méthylcyanobutadiene pouvait se former dans le milieu interstellaire. Et alors, on a pris cette fois-ci à nouveau du cyanoacétylène et du dicyanoacétylène, mais au lieu de l'acétylène, on a pris du propine, et au lieu du butadiene, on a pris du pentadiene, tout simplement pour avoir à disposition un groupement méthyle en bout de chaîne ici. Et alors, on a testé 3 longueurs d'onde, 185, 193 et 254 nanomètres. Et pour le dicyanoacétylène et le propine, on obtient, mais uniquement à 193 nanomètres, la formation du méthylcyanobutadiene. Pardon. Et si on prend le dicyanoacétylène et le pentadiene, on obtient dans les 3 cas la formation du méthylcyanobutadiene. Alors, comment on explique ça? Toujours la même chose. À 193 nanomètres, on va former le radical C3N et le radical CN. Et donc, du coup, on fait réagir soit C3N avec le propine, soit CN avec le pentadiene pour obtenir le méthylcyanobutadiene in fine. Mais on pense qu'en fait, à 185 nanomètres, si ça ne marche pas avec le propine, c'est parce qu'en fait, il y a probablement formation d'un radical indésirable. Si vous regardez les littératures, on s'aperçoit qu'à 185 nanomètres, il semblerait qu'on puisse former assez facilement le radical propargyle, ici, qui lui va forcément donner d'autres composés, pas forcément inintéressants d'ailleurs, mais en tout cas pas le méthylcyanobutadiene. Donc, c'est comme ça qu'on explique que ça ne marche pas à toutes les longueurs d'onde. Alors, on a fait la même chose avec le cyanoacétylène et le propine. Donc, on a obtenu à nouveau à 193 nanomètres le méthylcyanobutadiene. Et en utilisant le le pentadiene au lieu du propine, on n'obtient pas le méthylcyanobutadiene, mais probablement l'équivalent avec 3 triples liaisons accolées les unes aux autres. Je dis probablement parce que, aussi, encore une fois, on n'a pas réussi pour l'instant à synthétiser ce composé-là, donc on n'est pas sûr de ce qu'on avance. Donc, c'est encore une affaire à suivre. Alors, pour terminer, puisque mine de rien, l'heure passe, pour terminer, on s'est également intéressé à l'anion cyanobutadiene C5N-. Donc, il a été détecté dans le milieu interstellaire en 2008. Et c'est une collaboration qu'on a menée avec des physiciens. Et l'idée, en fait, des physiciens, donc ce sont des physiciens rennais, donc on n'a pas eu besoin de voyager très, très loin, c'est qu'ils bombardent des molécules en phase gazeuse par un faisceau d'électrons de manière à générer les anions qu'ils souhaitent générer. Et alors, c'est quelque chose... L'idée, c'était d'étudier la réactivité de ces anions-là en phase gazeuse. Oui. Oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a oublié d'éteindre son micro. Les conférences se terminent, elles sont évidemment retardées. Madame Jaoui, vous pouvez couper votre micro? Par là, 4h30. Bon, d'accord.
Je crois que, alors, ouais, j'ai demandé c'est par compliqué écrit, là mais si ça n'a pas fonctionné. les gens parlent en Je suis même temps que désolée. moi. C'est bon. Alors, donc, il y avait une étude préalable qui avait été faite finalement pour montrer qu'on pouvait générer des anions en phase gazeuse, en l'occurrence l'anion C3N-, et ça avait été fait à partir de BRC3N, donc ce composé-ci, là, qui comporte une triple liaison, un groupement cyano d'un côté et un brome de l'autre. Peut-être que les dernières conférences. Attends, Yann. Excusez-moi, Madame Jaoul, est-ce que vous pourriez couper votre son? Je n'ai pas la possibilité technique de le faire et on vous entend et ça gêne tout le monde. Non, pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Et donc, du coup, il avait été montré qu'à partir du bromocyanoacétylène, en le bombardant d'un faisceau d'électrons, on pouvait former d'un côté le radical BR' qui ne nous intéresse pas trop, et de l'autre le radical C3N-, qui est beaucoup plus intéressant, puisque c'est un radical qui avait été détecté en milieu interstellaire. Donc ça avait été fait, réalisé au laboratoire par mon collègue Jean-Claude Guillemin et puis les physiciens rennais. Et donc, du coup, ils ont pu étudier l'anion C3N-. Donc, l'idée, c'était de réaliser la même expérience avec cette fois-ci BRC5N, c'est-à-dire l'équivalent avec une triple liaison en plus, afin de pouvoir former l'anion C5N-. Donc, pour réaliser pour la synthèse de BRC5N, on est parti de cette synthèse-là. Donc, à partir du triisopropylsilylacétylène, on a réalisé un couplage de Sonogashira afin de réaliser le couplage entre la triple liaison et la double liaison ici, présence de palladium, de cuivre et puis de disopropylamine. Ensuite, on a réalisé une élimination à l'aide de butyl-lithium suivie d'une réaction avec le cyanure de tosyle afin de former la triple liaison et d'installer le groupement nitrile ici. Et du coup, ça nous a permis d'obtenir le composé trisopropylsilyle, triple cyano. Et ce groupement trisopropylsilyle, il a été transformé directement soit en brome, soit en iode, à l'aide de N-bromosuccinimide ou de N-iodosuccinimide, et en présence d'AGF, le fluor étant très silylophile, je ne sais pas comment on dit exactement, enfin, il va se lier très, très facilement avec le silicium, et donc du coup, il y aura une déprotection de cette triple liaison-là et une installation de l'halogène qui est souhaitée. Donc, on a remarqué que l'iodocyanobutadiene était un petit peu plus stable que le bromocyanobutadiene, qui lui-même est pas très stable, mais ça n'a rien à voir avec le cyanobutadiene. Il peut être conservé au frigo sans trop de difficultés. Il ne faut juste pas trop le laisser traîner sur une paillasse, sinon au fur et à mesure du temps, il va finir par se décomposer. Et donc, on l'a soumis à un faisceau d'électrons de manière à générer l'anion C5N-. Et donc, ça a bien marché. Donc, en soumettant le bromocyanobutadiene, on a pu former l'anion C5N- plus BR'. Ce n'était pas forcément évident parce qu'il fallait, une fois qu'on bombarde le composé d'électrons, il n'était pas certain qu'on forme C5N- plus BR'. On risquait aussi de former BR- plus le radical C5N', ce qui est intéressant, mais ça aurait été autre chose, quoi, disons. Et là, on forme vraiment de manière très majoritaire l'anion C5N-. Donc, du coup, c'était intéressant parce qu'il a pu être étudié. Et alors, ce qui est assez intéressant, notamment dans le cadre pour des enseignants en chimie, c'est que C5N-, a priori, dans certaines conditions de pression et de température, fait partie de ce qu'on appelle des systèmes non arrhéniens, c'est-à-dire qui ne suivent pas la loi d'Arrhenius, qui nous dit qu'en fait, pour augmenter la vitesse d'une réaction, il suffit de chauffer. Et là, en fait, en phase gazeuse, dans certaines conditions, il semblerait que ça soit l'inverse. Pour augmenter la vitesse d'une réaction, il faut diminuer la température, ce qui, moi, m'a beaucoup surpris quand on m'a expliqué ça, parce que je suis tellement habitué à avoir des systèmes qui suivent la loi d'Arrhenius que je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise ça. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Et j'en ai fini avec mon exposé. Donc là, en conclusion, on a pu synthétiser le cyanobutadiene et le méthylcyanobutadiene. On a montré que ces deux composés avaient des structures proches, mais des réactivités et des stabilités très différentes.
On a montré par des expériences de photolyse qu'on pouvait expliquer leur formation dans le milieu interstellaire à partir de composés acétyléniques simples. Et maintenant, les prochaines cibles, ça va être HC7N, MEC7N et éventuellement BRC7N, de manière à pouvoir atteindre l'anion C7N- éventuellement. Alors, c'est vraiment pas chose aisée de synthétiser des composés aussi simples. Ça fait des années qu'on s'arrache un peu les cheveux sur ces composés. Donc, on espère pouvoir y arriver, mais on ne promet rien. Et en attendant, bah oui, juste pour revenir sur cette histoire de Titan, je vous présente en vitesse la mission Dragonfly dont Caroline on a parlé très, très rapidement. En fait, Dragonfly, c'est la prochaine mission qui, moi, me fascine absolument. C'est un décollage qui est prévu en 2027 pour un atterrissage sur Titan, donc on y retourne en 2034. Et l'idée, c'est d'aller envoyer une espèce de drone hélicoptère qui va venir atterrir tout doucement. Donc, il va être largué comme ça dans l'atmosphère. On va pouvoir véritablement contrôler, en théorie tout du moins, l'endroit où il va pouvoir aller se poser. Donc, là, on voit bien le drone voler à la surface de Titan. Donc, il va pouvoir se poser là où on le souhaite, probablement de manière plus contrôlée que Huygens. Une fois qu'il est posé, il va déplier ses capteurs, il va pouvoir faire les analyses qu'il veut. Une fois qu'il a terminé, il va pouvoir replier ses capteurs et partir à l'aventure sur un autre site. Et donc, du coup, on va pouvoir, en théorie en tout cas, pouvoir se balader finalement d'un site à l'autre sur Titan et puis peut-être essayer de pouvoir détecter de nouvelles molécules qui seraient intéressantes vis-à-vis des origines de la vie. Donc, pour terminer, je voudrais remercier les gens qui ont contribué de près ou de loin finalement à cette étude-là. J'ai l'impression que quelque chose qui coince là, mais ce n'est pas grave. Donc, avant tout, Jean-Claude Guillemin, qui m'a accueilli dans son équipe en 2011 et qui travaille énormément sur la chimie interstellaire. Les étudiants postdoc, ingénieurs qui m'ont aidé aussi dans cette tâche-là, les collaborations avec les gens de Créteil, les gens de Rennes, pour soit l'infrarouge, soit pour l'histoire des anions, les structures RX, puis bien sûr les financements, puis vous pour votre attention.